Bien, alors je crois que nous allons commencer. Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, Soins et soutien communautaire lié à la démence d'Excellence en santé Canada. Ce webinaire, cette série a commencé en juin 2020 et aujourd'hui, nous en sommes à notre dernier webinaire de la série. Je suis Neil Dreimer et je suis vraiment ravie d'être votre animateur aujourd'hui. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée en français pour ce webinaire. Et si vous souhaitez entendre la conversation en français, vous n'avez qu'à choisir français à partir de l'icône d'interprétation dans le coin inférieur droit de votre écran. C'est l'image d'un globe terrestre. Alors de nouveau, si vous voulez entendre cette conversation en français, vous n'avez qu'à choisir le français à partir de l'icône d'interprétation en bas à droite de votre écran. Si vous êtes connecté à partir d'un ordinateur et non un appareil mobile, vous pouvez aussi choisir la langue des diapositives que vous souhaitez voir apparaître. À partir de la barre verte au-dessus des diapositives, afficher options d'affichage. À partir de ce menu, vous pouvez choisir anglais pour voir les diapositives en anglais ou français pour voir les diapositives en français. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de clavardage. Nous vous invitons à partager vos questions et observations tout au long de cette séance grâce à la boîte de clavardage en anglais ou en français. Vous trouverez cette boîte de clavardage en bas de votre écran. Vous pouvez également lever la main sous l'icône réaction si vous préférez poser votre question verbalement. Nous prendrons le temps d'abord de faire l'exposé et ensuite nous répondrons à vos questions. Cela dit, n'hésitez pas à vous servir de la boîte de clavardage ou à lever la main au fur et à mesure. Nous vous rappelons que l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui sera disponible sur notre site web dans les 2 à 3 jours ouvrables. Et nous résumerons les questions et commentaires de la boîte de clavardage après le webinaire afin de les partager dans un synopsis après ce webinaire que l'on envisage d'afficher sur le site web dans les quelques semaines. Je souhaitais également vous signaler que nous sommes très heureux d'être joints d'un groupe diversifié de participants à l'occasion du webinaire d'aujourd'hui, dont des personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins, ainsi que des représentants des gouvernements et des organismes de partout au pays. Avant d'aller plus loin, je souhaite prendre le temps de reconnaître que Excellence en santé Canada continue son parcours de réconciliation. Hier, c'était la Journée nationale des Autochtones, qui est un moment de célébration, mais également de recueillement et de réflexion. Nous nous réunissons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis le début des temps. Plus précisément, je reconnais que j'anime ce webinaire depuis mon bureau à Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin. Je vous encourage tous à nous dire dans la boîte de clavardage qui vous êtes, quel est votre organisme d'attache ou qui vous représentez, et le territoire d'où vous vous joignez à nous aujourd'hui. Je souhaitais également signaler la participation de l'équipe de SC qui a participé à la création et à la production de cette série, Nicole, Émilie et Jessica. Merci également à mes collègues Sheena et Kelly qui sont dans les coulisses et qui produisent ce webinaire. J'ai à présent le plaisir de vous présenter nos conférenciers invités, Shirley Doucette et Alison Luke, qui nous proviennent du Nouveau-Brunswick. Shirley, peut-être puis-je vous proposer de vous présenter? Dites-nous qui vous êtes. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présent. Je suis Shirley Doucette de l'Université du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. Je suis infirmière de formation et je suis professeure en sciences infirmières. Et j'ai également une chaire de recherche sur les soins interdisciplinaires. Et j'ai beaucoup travaillé avec Alison depuis 6 ans environ à l'orientation
des patients. Merci beaucoup, Shelley. Allison, voulez-vous dire quelques mots sur vous-même aussi? Oui, bien sûr, je suis Allison Luke. Et comme Shelley le disait, je suis également chercheur. Je travaille étroitement avec Shelley au centre de recherche sur les soins intégrés de l'Université du Nouveau-Brunswick. Et je suis formée en sociologie. Et donc, je me réjouis de partager les résultats de nos recherches avec vous. Merci, Allison. Alors, ce que nous entendrons de Shelley et Allison dans un instant, c'est une communication importante, mais avant de ce faire, je souhaite présenter quelques mots sur Excellence en Santé Canada, l'organisme pour lequel je travaille. Alors, nous travaillons dans le contexte d'un organisme de bienfaisance indépendant, sans but lucratif, financé principalement par Santé Canada. Et nous nous consacrons sans relâche à l'amélioration des soins de santé avec et pour tous les Canadiens. Nous avons vu le jour en mars 2021 à la suite de la fusion de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. ESC soutient les partenaires afin qu'ils puissent transformer des innovations éprouvées en amélioration généralisée et pérenne de la sécurité et de la qualité des soins. Vous vous rappelez peut-être que Allison et Shelley ont présenté un peu plus tôt, dans le cadre de cette série, en octobre 2020, elles ont parlé du programme Soins à vie, qui est un programme d'orientation en pédiatrie. Donc, nous sommes très heureux qu'elles aient accepté de revenir de nouveau pour parler du travail qu'elles ont entrepris pour mettre au point une trousse d'outils pour l'orientation des personnes atteintes de démence, de leurs proches aidants et de leur équipe de soins. Mais avant de ce faire, nous voulions également souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos animatrices de cette séance. Vous les reconnaissez sans doute, hein? Mimi Lowe Young et Mary Beth Whiten, qui apporteront leur point de vue d'experte à l'information qui sera partagée aujourd'hui. Mary Beth, voulez-vous prendre un instant pour vous présenter? Oui, bonjour à tous. Je suis Mary Beth Whiten. J'ai 54 ans et j'ai une démence associée au lobe temporal diagnostic que j'ai reçu à l'âge de 46 ans. Je co-préside Dementia Advocacy Canada, un organisme de la base constitué de personnes qui sont atteintes et de leurs partenaires de soins. Je travaille dans bien des initiatives, dont une participation au conseil consultatif du ministère sur la démence et je conseille aussi le ministère de la Santé et des soins de longue durée, ainsi que la Société d'Alzheimer du Canada, le groupe de travail sur la COVID-19 et je suis membre fondatrice du projet de l'OMS pour l'Observatoire mondial en matière de démence. Merci. Merci à vous, Mary Beth. Mimi, vous voulez dire quelques mots? Bonjour à tous. Alors, depuis près de 40 ans, je suis cadre en santé. J'ai été plus récemment PDG de la Société d'Alzheimer du Canada et je préside actuellement AgeWell, un centre d'excellence en santé. Et je travaille pour l'ICES à l'Université de Toronto, à l'École de santé publique d'Alalana. Merci. Merci, Mimi. Alors, nous allons vous céder la parole pour entendre vos réflexions liminaires. Mary Beth, nous allons commencer par vous. Vous allez réagir à cette question. Quels sont les aspects de la coordination des soins de soutien et l'orientation pré-diagnostic les plus importants pour vous? Eh bien, c'est une question très importante. C'est-à-dire que les normes de soins et l'accès à un diagnostic en temps voulu continuent d'être très variables au Canada. La possibilité d'obtenir un bon diagnostic et de vivre bien avec la démence aujourd'hui dépend de bien des facteurs, dont le lieu, l'ethnicité, l'âge et si cette personne a un partenaire de soins qui vit avec elle et comprend le système.
Une fois le diagnostic fait, chaque personne et leur partenaire de soins devraient avoir un soutien post-diagnostic conforme aux soins recommandés. Ceci nous aidera à bien vivre et c'est la raison pour laquelle toute personne atteinte de démence et son proche aidant devrait être soutenue par un coordonnateur de soins, de sorte qu'il puisse co-créer un plan utile. Le plan devrait être mis à jour tous les ans au besoin. Les révisions doivent être mises au point mutuellement et doivent certainement faire participer la personne concernée. Le soutien post-diagnostic est complexe. Le financement est disparate, les paiements sont disparates et donc l'accès aux soins de démence devrait être facilité par un coordonnateur de soins qui comprend bien la personne ainsi que ses besoins, ainsi que comment s'y retrouver dans le système de soins de santé et de services sociaux. Les bons soins pour la démence devraient être personnalisés et tout au long de la vie. Ils doivent tenir compte des préférences et des besoins de la personne en question. Et si c'est applicable, le partenaire de soins également. Il est important qu'un plan coordonné qui couvre les aspects de soutien, de vie et de décès soit mis au point par la personne et son partenaire de soins, en plus de son équipe de professionnels de la santé et de services sociaux, tout comme un diagnostic de cancer, par exemple. L'orientation dans le système de soins de santé s'appuie sur divers principes, comme les soins centrés sur la personne et sur les forces. Je crois qu'il faudrait aller plus loin et mettre au point un cadre axé sur les droits de la personne qui devrait tenir compte d'un vaste éventail de problèmes, dont la discrimination, les soutiens sociaux limités, l'environnement physique et les questions de protection des renseignements personnels. Nous savons que pour les quelques personnes responsables d'un rôle pivot, ils connaissent les obstacles auxquels font face les professionnels. Pré-COVID, il était déjà très difficile de s'y retrouver. Et cette difficulté ne s'est qu'exacerbée en période de COVID. Au fil de la dernière année, il y a un management système tenir compte des inégalités dans l'accès en soins de santé. Et le navigateur pivot a un rôle à jouer important, un rôle important à jouer en ce sens. C'est pourquoi je suis très heureuse d'entendre les conférencières d'aujourd'hui. Merci. Merci, Mary Beth. Mimi, peut-être pouvez-vous dire quelques mots sur l'utilisation de la technologie pour venir en aide au soutien diagnostic et post-diagnostic. Oui, la technologie peut être utile en matière de navigation et de coordination des soins et des soutiens diagnostiques et post-diagnostiques. Récemment, au cours de la pandémie, on a constaté une certaine résilience et adaptabilité qui est prouvée tous les jours par les prestataires de soins de santé qui ont créé des liens plus étroits et qui ont une plus grande volonté de travailler ensemble. On semble avoir démantelé certaines cloisons en raison de la COVID-19 entre les professionnels et les organismes de soins de santé. On a aussi constaté la convergence de la technologie et des appareils mobiles qui permettent aux partenaires de soins et aux professionnels de la santé d'avoir accès à des données. Permettez-moi de partager quelques exemples de technologies qui peuvent venir en aide en matière de coordination et de navigation. Nous avons constaté une augmentation de l'utilisation des capteurs ou d'autres technologies qui peuvent identifier des difficultés concernant l'état de la personne et la réaction du professionnel de la santé ou des services de soutien
qui se fait plus rapidement en cas de changement à l'état de la personne. Les messages numériques peuvent rappeler à une personne atteinte de démence de s'acquitter de certaines tâches quotidiennes. Par ailleurs, il y a un lien, ou il peut y avoir un lien, avec le prestataire de soins de santé virtuellement grâce à des courriels sécurisés. Il y a aussi l'utilisation de la technologie vocale pour les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins. Dans une enquête récente entreprise par AgeWell, l'utilisation active de la technologie par les adultes plus âgés et leurs partenaires de soins a augmenté depuis le début de la pandémie. 88% des adultes âgés ont accès à l'Internet quotidiennement et 88% se servent d'un téléphone intelligent et des professionnels de la santé, dont des apps et ainsi de suite. Pour que la technologie soit entièrement exploitée, les gouvernements doivent veiller à ce qu'il y ait un accès équitable, quel que soit le lieu où vit la personne. Et il faut garantir que les adultes âgés et les partenaires soient épaulés lors des transitions, et ce, de manière sécuritaire. Il est essentiel que les adultes âgés et leurs partenaires de soins participent à la mise au point de la technologie afin d'améliorer l'accès aux soins et aux services. La dernière chose que je dirais, c'est que l'interaction humaine ne sera pas remplacée par la technologie, mais cela peut très certainement soutenir les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins. Merci Mimi. Et merci à Mary Beth aussi. Sur ce, nous allons céder la parole à Shelley et Allison avant de céder à nouveau la parole à Mimi et Mary Beth vers la fin du webinaire. Shelley et Allison vont nous parler du programme d'orientation des patients pour les personnes atteintes de démence, leurs proches aidants et leur équipe de soins. Alors à vous, Shelley et Allison. Merci Neil. Et merci beaucoup, Mary Beth et Mimi, pour ces observations. C'est un excellent point de départ pour la communication que nous allons faire. Alors, ce dont il sera question aujourd'hui, c'est la mise au point d'un programme d'orientation des patients, c'est-à-dire les patients qui sont des personnes atteintes de démence, leurs proches aidants et l'équipe de soins. Alors, histoire de vous mettre en contexte et pour nous donner un peu d'informations, et d'ailleurs, c'est de l'information qui a déjà été évoquée et je pense que vous êtes familier avec celle-ci. Nous savons que le système actuel est très fragmenté et qu'il est difficile de s'y retrouver. Nous savons également que les populations, surtout les personnes atteintes de toutes sortes de difficultés qui exigent des besoins ou des services thérapeutiques complexes, peuvent faire face à des lacunes dans le système. Et quand je parle du système, il ne s'agit pas seulement du système de soins de santé. Je parle de secteurs, par exemple, services sociaux. Il peut s'agir du service d'éducation et ainsi de suite. Et malheureusement, ces soins fragmentés peuvent mener à toutes sortes de mauvais résultats en matière de santé. Ce que l'on sait, c'est que l'orientation des patients comme modèle de soins peut radicalement améliorer les mauvais résultats de santé. Alors, très rapidement, qu'est-ce que l'orientation des patients? L'orientation des patients est parfois une expression qu'on utilise pour vouloir dire gestion de cas. Alors, je vais exprimer ici ce que l'on entend, nous, par l'orientation des patients. Alors, c'était mis au point en 90 par le Dr. Harold Freeman. Il est oncologue et à l'époque, il travaillait à Harlem, à New York. Il était très préoccupé par les résultats de santé des Noirs américains, des Noires américaines atteintes de cancer du sein
qui n'avaient pas d'assurance. Donc, ils avaient beaucoup de mal à obtenir du soutien, mais aussi à avoir accès à des spécialistes et des soins de suivi. Donc, il a conçu cette excellente idée. À l'époque, il s'agissait de navigateurs pivots qui étaient des pères et qui aidaient ces femmes à avoir accès à des services, surtout si elles n'avaient pas d'assurance et pour veiller donc à ce qu'elles aient les soins dont ils avaient besoin. Et il a constaté des améliorations dans les résultats de santé de ce groupe de personnes. L'orientation des patients a explosé aux États-Unis et c'est quand même toujours nouveau au Canada. Cela dit, ça connaît une croissance au Canada et on s'en sert pour aider diverses populations, des personnes atteintes de cancer, des personnes qui sont atteintes du VIH-Sida, des personnes qui ont des maladies chroniques, des personnes qui ont des maladies mentales, des accoutumances, les jeunes, etc. Mais la prémisse de base est la même, c'est-à-dire qu'il faut orienter les patients dans le système de santé et faire correspondre les besoins non comblés aux ressources pertinentes pour réduire la fragmentation, améliorer l'accès et promouvoir l'intégration des soins. Alors, l'orientation des patients, soins personnalisés et appuie une navigation opportune de services et de programmes labyrinthiques fragmentés entre établissements et secteurs. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'orientation des patients ou le navigateur pivot peut être un professionnel, peut s'agir par exemple d'une infirmière, d'un travailleur social, d'un diététiste, mais ça peut être aussi être une personne non professionnelle. Généralement, c'est une personne qui a une expérience vécue dans ce cas. Alors, histoire de vous donner une petite idée, vous avez peut-être entendu notre communication antérieure, donc ça ne sera rien de neuf. Nous avons beaucoup travaillé en matière d'orientation des patients et le programme principal auquel nous avons travaillé s'appelle Soins à vie. C'est un programme d'orientation des patients qui a été amorcé en janvier 2017. C'est un programme qui visait les jeunes et les enfants qui avaient des besoins de santé ainsi que leurs proches aidants. Donc, les enfants et les jeunes de moins de 25 ans. Donc, il s'agissait de tenir compte de toutes les étapes d'un diagnostic, mais également de la transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes et aussi de tenir compte des jeunes, par exemple, qui ont des problèmes de santé mentale, parce que très souvent, le diagnostic n'intervient pas avant la vingtaine, la fin de l'adolescence et le début de la vingtaine. Alors, l'idée était d'établir des liens entre les jeunes et les ressources, informer les jeunes et leurs proches des ressources disponibles, mais il s'agissait aussi d'être une ressource pour l'équipe de soins. Et je dois dire que lorsqu'on a mis au point Soins à vie, c'était fondé sur une évaluation des besoins très semblable à celle dont il sera question aujourd'hui. On a interviewé plus de 120 parties prenantes. On a fait un état des lieux des services actuels pour savoir quels étaient les services existants, quels étaient les écarts. On a fait des visites de sites pour savoir ce qui se faisait ailleurs. Et à partir de cela, nous avons mis au point toutes sortes de modules d'apprentissage et nous avons publié des articles. Alors, c'était pour vous donner une idée de la genèse de notre travail. Plus récemment, depuis 1 an et demi environ, nous travaillons avec le programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick qui s'intéresse beaucoup à la mise en œuvre de l'orientation des patients dans ces programmes pour aider cette population de patients. Et nous allons aujourd'hui vous parler de la mise en œuvre de soins à vie pour les personnes atteintes de démence au Nouveau-Brunswick. Et ce qui est formidable dans l'orientation des patients, c'est que c'est adaptable et cela peut être mis à l'échelle. Donc, ça peut varier selon le navigateur pivot, selon le milieu de soins, selon la population, ainsi que selon le mode de prestation. À vous, Shelley. Merci, Alison. Alors, en novembre, on nous a demandé, ESC nous a demandé de réaliser un projet pour les personnes atteintes de démence et leurs proches. Nous avons reçu un contrat et donc nous avons fait un examen de la portée de l'orientation des patients
pour les personnes atteintes de démence, leurs proches et l'équipe de soins. Et enfin, nous avons des patients qui pouvaient être mis en œuvre dans le contexte de cette population de notre province. Alors, nous allons présenter les résultats. Le premier résultat était l'état des lieux. L'objectif de cet état des lieux était d'identifier et de décrire des programmes d'orientation au Canada pour les personnes atteintes de démence, leurs proches aidants et leur équipe de soins. Et nous avons pu identifier 11 programmes dans 6 provinces et la majorité de ces programmes étaient offerts par des sociétés d'Alzheimer locales. Comme vous le voyez, nous avons fait une collecte importante d'informations et nous serions heureux de partager les renseignements si cela vous intéresse. Alors, nous avons obtenu des renseignements sur les services des programmes, la population cible, la composition des équipes, les établissements, les modes de prestation, le titre des responsables, la formation des responsables, la portée, les recommandations et l'évaluation. Très brièvement, quelques résultats de l'état des lieux. Je dois dire que les organismes offraient des services souvent, des services qui se recoupaient, souvent des soutiens affectifs et un lien avec des soutiens communautaires. Ils avaient également un rôle à jouer dans l'éducation personnalisée. Les programmes inclus concernant des services au téléphone, en personne, virtuel et un grand nombre se servaient d'une combinaison de ces 3 modes. Et, pas étonnant, le titre des postes variait, même dans les diverses sociétés Alzheimer. Parfois, on les appelait coordonnateurs, ça c'était le plus commun, souvent gestionnaire de cas, navigateur, pivot et coach même. Tous étaient rémunérés et non pas bénévoles. Et s'agissant des antécédents professionnels, la majorité étaient des infirmières ou des travailleurs sociaux. Plus de la moitié des organismes déclaraient que cette personne était intégrée à l'équipe de soins. Alors voilà pour l'état des lieux, l'analyse des programmes canadiens. Ici, nous avons l'examen de la portée. Alors, cet examen faisait un tour d'horizon des articles. Dans ce cas-ci, alors, l'état des lieux, l'analyse concernait tous les partenaires du Canada. Ici, on examinait la littérature scientifique, les littératures grises publiées à l'échelle internationale. Tous les programmes mis en œuvre qui ont fait l'objet d'articles publiés. Donc, comme pour l'état des lieux, on a recueilli beaucoup d'informations. C'était très similaire à l'état des lieux. Les chiffres sont un peu différents. On a identifié plus de sources que ce que vous ne voyez à l'écran. Alors, au total, on a 45 articles à présent qui se penchent sur 24 programmes différents, car certaines des sources étaient rapportées plus d'une fois dans plus d'un article. Et plus de la moitié des programmes étaient aux États-Unis. La majorité des sources publiées étaient publiées en 2015 et 2020, c'est-à-dire qu'on constate une croissance des programmes d'orientation de patients depuis quelques années. Et 8 sources ont été publiées en 2020 et 9 en 2021. Alors, c'est 17 depuis 2 ans, ce qui constitue une croissance importante de l'intérêt pour l'orientation des patients atteints de démence. La majorité des programmes étaient aux États-Unis, donc la majorité des articles étaient aux États-Unis et seuls 5 étaient au Canada. La majorité s'adressait aux personnes atteintes de démence et à leurs proches. On s'y attendrait, la majorité des programmes concernaient des liens dans le système de soins de santé ou la communauté. Il y avait formation, éducation ou ressources et une autre fonction importante dans les articles concernait le fait que les programmes étaient là pour coordonner les soins. La majorité des programmes étaient communautaires
et la majorité étaient reliés à des prestataires de soins de proximité. Et la majorité était offerte par une équipe interdisciplinaire qui comprenait un personnel clinique et non clinique. Ce n'est pas étonnant, on a constaté très peu d'homogénéité dans les titres des professionnels qui occupaient les postes de navigateur pivot, mais la majorité des programmes parlaient de navigateur ou de coordonnateur. Et il n'y avait pas de mode de prestation standard pour le programme. Ces programmes étaient faits en personne, au téléphone, virtuel ou alors une combinaison des trois. Ce que l'on constate sur le plan des modes de prestation, c'est qu'on s'adapte beaucoup aux besoins de la personne. Et s'agissant des leviers et des obstacles, on voulait savoir ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Pour les facteurs favorables ou les leviers, le principal facteur favorable était la communication entre les divers prestataires de soins, ainsi que des partenaires formels entre diverses organisations, et ensuite l'adaptabilité du mode de prestation. Par ailleurs, avoir un système informatique partagé qui permette l'échange de données. Et les obstacles à la mise en œuvre concernaient suffisamment de locaux, de dossiers et la coordination de partenariats. Alors, Alison va parler de l'évaluation des besoins. Oui, merci. Alors, l'évaluation des besoins a été faite au Nouveau-Brunswick et c'est là qu'on voulait déterminer ce qui se passait, enfin, quelles étaient les opinions, les expériences de toute une série de parties prenantes. Nous avons fait 25 entretiens auprès d'un grand nombre de parties prenantes et cela comprenait des décideurs, donc des personnes, par exemple, du ministère de la Santé ou du Développement social, des personnes qui étaient affiliées à nos deux autorités sanitaires, donc Vitalité pour la portion francophone de la province ou Horizon Health pour la portion anglophone, et un certain nombre de cliniciens, ainsi que des personnes appartenant à des groupes communautaires. Donc, par exemple, des personnes des sociétés Alzheimer, la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick, et évidemment les personnes qui ont une expérience vécue et leurs proches aidants. C'est intéressant qu'on avait certaines personnes qui étaient des prestataires de soins qui avaient également une expérience vécue comme proche aidant. Leur entretien couvrait deux points de vue. Je devrais signaler qu'on a eu du mal à interviewer des gens atteints de démence pour toutes sortes de raisons, mais nous avons un projet parallèle qui a des questions très similaires et dans ce contexte, on a pu interviewer des personnes atteintes de démence. Donc, on a tiré parti de cette information pour éclairer ce que nous allons présenter aujourd'hui. Alors, très globalement, le regroupement des thèmes. Nous avons beaucoup appris sur les défis en matière d'orientation, quels étaient les objectifs, par exemple, de l'orientation pour les personnes atteintes de démence au Nouveau-Brunswick, qui devrait travailler dans ce programme, quels sont les obstacles à la mise au point de ce type de programme et quelles sont certaines des possibilités en matière d'orientation des personnes atteintes de démence. Alors, je vais les présenter. Je vais commencer à un niveau très général avec les divers thèmes concernant les défis, les problèmes. Ça ne vous étonnera pas, on sait que du point de vue des prestataires de soins, il y a une absence de connaissances par rapport à la démence, du point de vue du diagnostic, mais également des soins post-diagnostiques. Alors, nous savons que les prestataires de soins ont l'impression de ne pas avoir suffisamment de soutien pour aider leurs patients, pour aider les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins. Et ça peut être très difficile pour eux d'essayer de rester au courant de tous les programmes disponibles. Alors, absence de connaissances chez les prestataires pour le diagnostic et l'orientation, mais il y avait aussi un thème par rapport aux listes d'attente. Donc, le temps qu'il faut avant de pouvoir voir un spécialiste. Et cela peut occasionner des difficultés car les personnes n'ont donc pas accès à ces services précocement, ce qui peut donner lieu à des situations de crise.
Beaucoup de gens ont parlé de systèmes cloisonnés. J'ai déjà dit qu'on avait deux autorités sanitaires, deux ministères du gouvernement qui desservent tous cette population, diverses organisations communautaires. Donc, un grand nombre de ces groupes ne collaborent pas vraiment. Il n'y a pas de cheminement unique pour s'y retrouver dans ce labyrinthe de services. Un certain nombre de prestataires ont aussi parlé de protection des renseignements personnels. Donc, il faut reconnaître que les partenaires de soins et les personnes atteintes de démence souhaitent que leurs renseignements personnels soient protégés. Et ça peut être très difficile de coordonner les soins dans ce contexte, vu la maladie. Et ensuite, il y avait très peu de soutien précoce en matière d'orientation. Alors, beaucoup de gens estimaient que la navigation, l'orientation devait se produire très tôt après le diagnostic. Pour les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins, le plus important, c'était surtout l'absence de soutien par les pairs et l'absence de soutien pour l'orientation. Ce qui nous mène à ce à quoi ressemble un programme d'orientation pour la démence au Nouveau-Brunswick. Ce qu'on a constaté, c'est que on cherche une personne, un pivot qui puisse coordonner tous les soins. Et il faut qu'il y ait accès à ce coordonnateur, ce navigateur pivot, tout de suite après le diagnostic. L'objectif général pour ce rôle serait la coordination des soins pour l'ensemble de l'équipe, et là c'est très général, donc là je parle du secteur social et des services de santé, ainsi que l'amélioration des communications entre les diverses parties concernées. Et pour ce navigateur pivot, il est important d'avoir une approche centrée sur la personne. Pour son profil, bien que toutes sortes de formations puissent être jugées utiles, il était assez clair qu'on estimait qu'un travailleur social ou un infirmier autorisé serait préférable. On croyait aussi que le programme devrait être communautaire et surtout offert en personne. Et de nouveau, on répétait très tôt après le diagnostic. S'agissant des obstacles à la mise en œuvre d'un tel programme au Nouveau-Brunswick, eh bien, on a une province très rurale. Ça a été soulevé comme problème pour toutes sortes de raisons. Entre autres, nous avons beaucoup de communautés rurales qui euh, regorgent d'adultes âgés. Ils n'ont pas toujours accès au programme. Il y a les obstacles linguistiques, il faut que tout soit bilingue ici. Et ensuite, un autre défi qui était soulevé, c'était la nature très cloisonnée du paysage actuel. S'agissant des possibilités, lors des entretiens, on a compris que le Nouveau-Brunswick, quand même, a la chance d'être une petite province, donc on a tendance à se connaître. Donc, ça représente une excellente occasion de mise en œuvre en ce contexte. Et sur ce, je vous cède la parole, Shirley. Merci, Alison. Alors, pour les prochaines étapes, les résultats que nous avons présentés aujourd'hui éclairent la mise au point, le programme d'orientation des patients pour les personnes atteintes de démence. Nous avons récemment demandé un financement de la part d'un programme qui est financé par le gouvernement et qui encourage la recherche. On voudrait avoir un projet pilote de 6 mois pour les personnes atteintes de démence, les proches aidants, et pour évaluer leurs résultats. Alors, je vais présenter ce que l'on espère faire. La première phase visera à adapter le programme à la communauté locale et à envisager la pérennisation dès le premier jour. Car on ne veut pas que ce programme soit un projet de recherche d'un an, mais plutôt que cela fasse partie des pratiques communautaires. Alors, nous avons un processus de co-conception pour tous les sites avec lesquels on travaille. Par exemple, on veut que les navigateurs aient les bonnes compétences. C'est pourquoi il faudra que ce soit un infirmier ou une infirmière autorisée ou un travailleur social, une travailleuse sociale.
Suite à la période de conception, nous aurons une période de projet pilote de 12 mois. Donc, on aura 8 navigateurs pivots. Comme Alison le disait, on a 2 autorités sanitaires, une anglophone, une francophone. Donc, ils seront dans les 2 autorités et 2 programmes pour les autochtones vivant dans les réserves et en dehors des réserves. On sait que le programme doit s'inscrire dans les pratiques existantes. Dans le passé, on a essayé l'orientation en dehors des milieux de soins et ça n'a pas marché. C'est pourquoi pour ce projet, on veut inscrire le navigateur pivot dans des cabinets de soins primaires, par exemple, pour assurer la pérennité. Une fonction unique de ce programme, c'est que ce n'est pas seulement pour les personnes atteintes de démence et les proches aidants, mais aussi l'équipe de soins professionnels. Notre évaluation des besoins a montré que les professionnels de la santé ont beaucoup de mal à trouver des services pour leurs clients. Et ça, c'est en dépit de leur expérience professionnelle. Alors, imaginez à quel point c'est difficile pour les personnes atteintes de démence et leurs proches qui n'ont pas ces connaissances professionnelles. La deuxième partie comprendra des groupes de soutien sur Facebook animés par des navigateurs pivots. Donc, ce sera pour les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants. Et donc, grâce à Facebook, chacun pourra partager son expérience vécue et sa connaissance des ressources et programmes disponibles, mais aussi les plus efficaces, car ce sont eux qui sont les plus à même de juger des programmes les plus efficaces. Et évidemment, nous terminerons avec une évaluation du projet pour déterminer si le projet a réalisé les résultats escomptés. Ici, vous allez voir que nous mettons au point, et ça fait partie du travail que l'on fait avec Excellence en Santé Canada, on met au point des ressources pour aider d'autres groupes à mettre au point des programmes similaires. Les 3 premières ressources sont celles qu'on a présentées aujourd'hui, donc le rapport de l'état des lieux ou de l'analyse, le rapport de l'examen de la portée, le rapport de l'évaluation des besoins. Et nous allons également partager une méthodologie d'évaluation des besoins, ainsi que des ressources pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'orientation des patients. Étant donné que nous travaillons à l'échelle du Canada, on sait que les problèmes très souvent se recoupent. Et pour la méthodologie d'évaluation des besoins, nous avons toute une série de ressources dont nous nous sommes servis, dont des formulaires de consentement, des guides d'interview adaptés. Donc, par exemple, que ce soit une personne atteinte de démence, un proche aidant, un décideur, un professionnel de la santé et d'autres parties prenantes. Alors, toutes ces ressources seront partagées. Et pour finir, nous aurons aussi un dépôt de ressources pour quiconque s'intéresse à la mise au point d'un programme d'orientation des patients. Par exemple, si vous avez déjà évalué les besoins, vous avez déjà fait une étude de faisabilité, ce dépôt, ce recueil de ressources réunira tous les documents, dont les formulaires d'admission, les courriels d'accueil, les politiques, les formulaires d'orientation, l'autorisation plutôt de collecte de données, et ainsi de suite. Donc, toutes sortes d'outils qu'on pourra adapter selon ses besoins. À la diapo suivante, nous avons une offre pour vous.
Nous sommes ici pour vous aider si vous avez besoin d'aide pour l'évaluation des besoins de mise en œuvre ou d'évaluation d'un programme que vous auriez déjà mis en œuvre. On cherche toujours des moyens de collaborer. J'ai vu une observation dans la boîte de clavardage concernant la collaboration avec d'autres provinces pour partager les pratiques exemplaires. Nous sommes tout à fait disposés à collaborer. On participe à un autre état des lieux, une autre analyse qui vise non seulement à recueillir les caractéristiques du programme, mais aussi la rencontre de l'ensemble des navigateurs du Canada pour avoir des conversations approfondies avec chacun d'entre eux pour comprendre quels sont les pratiques exemplaires, les leviers et les obstacles. Alors, c'est la phase 2, si vous voulez, de l'état des lieux, de l'analyse du contexte. Alors, si cela vous intéresse, nous serions heureux de vous aider. Alors, voici nos coordonnées. J'ai vu quelqu'un poser la question. Nous avons ici saisi nos coordonnées. Alison et moi serons ravis de discuter avec vous si vous voulez vous renseigner davantage sur ces programmes ou si vous voulez créer un partenariat ou si on peut vous aider par un moyen ou l'autre. On se réjouira d'interagir avec vous. Et enfin, nous souhaitons vous remercier. Nous voulons aussi souligner nos remerciements pour nos bailleurs de fonds, Excellence en Santé Canada et FINB, l'Université du Nouveau-Brunswick, ainsi que le soutien que nous avons reçu de l'ACTMS, ainsi que d'autres membres du comité directeur qui sont nombreux. Et je souhaite remercier aussi notre adjointe de recherche qui a fait énormément de travail. Je pense que nous avions de grandes ambitions et des échéances très brèves. Alors, je souhaite remercier Alison qui a copiloté le projet avec moi, ainsi que Grilling qui nous a soutenus, surtout dans cette période très difficile. Et enfin, merci à tous nos partenaires qui sont proches aidants aussi et qui ont pris le temps de nous aider. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Shelley et Alison. Alors, je vois que les questions nous arrivent nombreuses et donc, vous avez déjà beaucoup partagé d'informations avec nous. Nous allons sans doute pouvoir vous poser les questions de la boîte de clavardage, mais avant de se faire, je vous rappelle que vous pouvez lever la main si vous voulez poser votre question verbalement. Alors, avant de passer à vos questions, j'aimerais tout de même demander à notre public de répondre à 2 questions concernant l'exposé que vous venez d'entendre. D'abord, avant le webinaire, étiez-vous au courant de ce projet? Et la deuxième question, maintenant, est-ce que vous en savez plus sur ce projet que par le passé avant de participer à ce webinaire? Alors, je vous laisse un instant pour que vous répondiez à ces questions. Et nous voulions aussi vous rappeler qu'il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes. Alors, si jamais on ne peut pas répondre à vos questions ou vos observations aujourd'hui, nous le ferons dans le cadre du synopsis que nous partagerons après le webinaire dans les semaines à venir. Sur ce, je cède la parole à Mary Beth et Mimi qui vont partager quelques réflexions par rapport à ce qu'elles ont entendu. Mimi, on commence par vous? Oui, merci. Alors, je serai très brève, car à mon avis, il y a des questions très importantes. Tout ce que je dirais, c'est bravo. Vous avez fait un travail formidable. Et ce qui me frappe, c'est que vous avez identifié des obstacles et vous les avez inclus dans votre programme. Mais ce que je remarque surtout, c'est que vous avez pratiquement créé une communauté de pratique à l'échelle du Canada.
pour apprendre les uns des autres, pour éviter de multiplier les projets pilotes, pour que vous puissiez tous apprendre les uns des autres. Et votre volonté à partager, d'ailleurs, vos résultats, vos ressources avec tout le monde est admirable. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est bravo et continuez sur votre lancée. Je pense que vous ferez vraiment une grande différence. Merci. Merci, Mimi. Mary Beth, à vous. Et je souhaite aussi vous remercier. Le congrès annuel sur la démence tenu à Ottawa en 2018 m'a invité à parler d'orientation à 250 personnes. Et ça a été très frustrant de voir l'absence d'effort ou même de volonté d'avancer. Alors, je pense que vous faites un travail extraordinaire. Nous avons besoin de vous. Vous devez continuer. Lorsque vous avez parlé de possibilités, que le fait d'avoir une petite province, c'est une opportunité, moi, je pense que la COVID aussi peut être un tremplin. Ça pourrait vous permettre d'obtenir plus d'argent et de vraiment mettre en vedette ce que vous faites. Les gens veulent changer le système de soins de santé et les élections sont à l'horizon. Les gens veulent de l'argent. Je pense que il y a vraiment d'excellentes possibilités. Et mais merci et bravo pour ce que vous avez fait. Merci, Mary Beth. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons tâcher de répondre à quelques questions. Je pense que vous avez répondu à quelques-unes d'entre elles, la collaboration avec d'autres provinces, entre autres. Nous en avons reçu certaines de Grace Park. Grace qui demande, est-ce que vous avez un cadre d'évaluation concernant l'impact du projet? Et je parie que oui. Shelley Allison? Alors, je serais heureuse de répondre. Nous avons le cadre d'évaluation dont on s'était servi lorsqu'on a d'abord réalisé. Bon, j'ai parlé de Navicare, le programme qui ciblait les enfants et les jeunes, mais vous pouvez vous servir d'un cadre d'évaluation similaire. Et je dirais que c'est un défi car lorsqu'on essaie d'évaluer l'efficacité de l'orientation, ce n'est pas comme évaluer l'efficacité, par exemple, d'une intervention en alphabétisation ou d'une intervention visant à réunir les gens pour améliorer euh, les cas d'isolement social où on peut faire une évaluation pré et post. L'orientation, c'est l'établissement de liens entre une personne et des programmes, ce qui permet de réduire l'isolement, enfin, ce qui permet d'améliorer toute une série de choses, c'est-à-dire la planification des soins, comment vivre de manière plus autonome à la maison. Il y a toute une série de choses qui peuvent être à améliorer. Alors, ça peut être difficile. Ce qui a le mieux fonctionné pour nous, c'était d'évaluer certains éléments, c'est-à-dire qu'une fois que vous évaluez le processus d'accueil, donc le navigateur pivot fait un accueil, identifie des besoins, des objectifs avec la personne. C'est pas fondé sur ce que veut le navigateur pivot, c'est fondé sur ce que veut le patient. Et ensuite, vous pouvez dire, bon, est-ce qu'on a respecté ses objectifs? Et on peut avoir un sondage de satisfaction qui vous donne une idée assez générale. Donc, est-ce que les gens ont apprécié les services qu'ils ont reçus dans le cadre du programme d'orientation? Et ensuite, on peut faire un suivi. Généralement, il faut une période d'attente de 3 mois, on va dire. Ça peut être un peu plus long, où on fait des entretiens auprès des gens, des questions à réponse libre pour vraiment comprendre quelle a été l'expérience avec le navigateur et est-ce que les programmes avec lesquels on les a mis en contexte ont été utiles. Il ne s'agit pas seulement d'établir un lien avec un programme, mais bien le bon programme et en temps voulu. Alors, tout ça pour dire oui, nous avons des éléments d'un cadre en place et des idées qui pourraient s'appliquer à un cadre d'impact du projet. En voici une autre de Grace et ensuite une de Wendy. Alors, on pourra prendre ces deux dernières questions, je pense. Comment avez-vous pu
inscrire l'orientation dans les cliniques de soins primaires. Alors, c'est le projet auquel on s'attache maintenant, mais dans notre état des lieux et l'évaluation de la portée, on a constaté que c'était possible. Dans notre cas, on travaille beaucoup à l'orientation des patients, mais aussi à la gestion de cas. Donc, on a déjà un historique de mise en œuvre de la gestion de cas dans les cliniques de soins primaires. Donc, nous avons déjà des relations et donc nous avons rencontré des gens partout dans la province et nous avons mis au point des partenariats et on les a contactés très tôt pour savoir quel site était intéressé à avoir un navigateur pivot. Surtout dans une des autorités sanitaires, il y avait plus de cabinets qui s'intéressaient au navigateur pivot que notre capacité. Donc, je peux dire qu'au Nouveau-Brunswick, il y a vraiment un intérêt pour la mise en œuvre de ces navigateurs pivots. Alors, il y a un véritable intérêt. C'est perçu comme l'occasion d'alléger la charge des praticiens parce que les praticiens de soins primaires n'ont pas le temps ni la capacité de vraiment s'occuper de ces patients de la manière dont ils le souhaiteraient. Donc, c'est une occasion de veiller que les clients reçoivent des soins optimaux, mais cela leur donne aussi davantage de temps pour qu'ils puissent s'occuper des patients d'une manière plus clinique au-delà des besoins en matière d'orientation. Merci. Et Wendy demande, alors, elle est dans un organisme où on veut reconcevoir les programmes au-delà de la COVID, sachant que les soutiens virtuels peuvent être combinés aux soutiens en personne. Est-ce que vous avez vu des modèles comme ceux-là, des modèles hybrides? Oui, c'est plus commun, par exemple, d'avoir un modèle binaire. Dans la littérature scientifique, il y avait des soutiens téléphoniques, virtuels et en personne. C'est ce qui permet d'avoir une approche très personnalisée. Il y a des clients qui veulent vraiment avoir un soutien en personne et il y en a d'autres qui préfèrent avoir un soutien à distance. Et parfois, sur le plan logistique, ça n'est pas possible de faire autrement. Donc, dans la littérature scientifique, il semble que l'approche centrée sur le patient est préférable et ce faisant, le mode de prestation est adapté aux besoins du patient. Ça peut évoluer au fil du temps, c'est-à-dire que il y a certaines choses qui peuvent être faites au téléphone, mais si les enjeux sont plus complexes auprès de ce même patient, il faut une rencontre en personne. Et c'est le modèle que nous appliquerons à notre pratique. Formidable. Et merci. Shirley a également partagé le lien vers le congrès annuel que vous organisez. Et Sharon Anderson a partagé un lien sur les défis, enfin, le NAFI en matière d'orientation pour les proches aidants, les défis auxquels font face les proches aidants pour s'y retrouver dans le système. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à peu près à la fin du temps qui nous était imparti. Alors, je voulais évoquer certaines ressources qui ont été préparées par Shirley et Allison. Ces ressources seront mises à la disposition du groupe dans les semaines à venir. Nous vous enverrons le synopsis après le webinaire. Et donc, soyez à l'affût dans votre boîte de réception. J'aimerais avoir plus de temps, mais bon, j'avais des questions moi-même que je vais adresser à Sherry et Allison. Merci à Mimi et Mary Beth. Merci à vous tous qui avez permis la réalisation de ce webinaire, de nos productrices, notre interprète et enfin, merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Et merci d'avoir été des nôtres pour toute la série depuis des mois. À présent, je vais lire quelques questions d'évaluation qui permettront d'éclairer les webinaires à venir. Alors, dans l'ensemble, j'ai été satisfait ou satisfaite de mon expérience de ce webinaire. Dans l'ensemble, je suis satisfait ou satisfaite de ma participation au webinaire. Et enfin, avez-vous d'autres observations ou suggestions pour améliorer le contenu de ce webinaire? De nouveau, merci à tous. Ce fut une excellente série.
et vous recevrez, comme je le disais, ce synopsis dans quelques semaines. Passez une excellente fin de journée et à bientôt.